Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau récap info sur Télé Grenoble. Nous avons rendez-vous tous les samedis soirs et dimanches en rediffusion. Vous connaissez le principe, ceux qui font l'actu viennent la commenter sur notre plateau. Ensemble, nous égrenons jour par jour la semaine écoulée. Comme bien souvent en politique, c'est son engagement dans la vie associative locale qui l'a conduit au mandat municipal. À l'époque, dans les années 80, il était engagé dans la fanfare, puis à l'OMS de Sassenage. Longtemps conseiller municipal d'opposition, il a relevé le gant en 2001 en se présentant comme tête de liste. Il a gagné les élections et il s'est installé dans le fauteuil de maire au Château des Blondes à Sassenage, un bureau dans lequel on peut voir la lumière très tôt le matin. C'est en effet un maire matinal qu'on reçoit ce soir. Christian Coignet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chaque matin en mairie à 5 heures ? Eh oui, la vie professionnelle, la vie politique m'oblige à être de bonne heure le matin. Je suis un matinal. Mais il n'y a personne à la mairie à 5 heures. Et non, je pense qu'on n'est pas nombreux non plus dans Sassenage à être levé le matin. Je sais qu'il y a le receveur des postes qui traite le courrier qui est également présent, mais c'est tout, on doit être deux sur Sassenage. Quelques journalistes aussi sur l'agglomération. Les journées sont longues parce que vous conciliez encore votre mandat avec votre activité professionnelle. Ouais, je suis en train d'organiser de m'organiser pour laisser un peu plus de temps sur ma vie communale, en tout cas. C'est en cours, mais effectivement, je joins les deux et c'est vrai que c'est un mi-temps qui était difficile en tout cas à assumer. Et pour une ville de 10 000 habitants, c'est compliqué. Bon, c'est vrai qu'avec la nouvelle organisation que je suis en train de mettre en place, j'aurai un peu plus de temps pour les Sassenageois. Donc ça sera un quart de temps, c'est ça, un quart de temps professionnel. Tout à fait, un quart de temps professionnel et puis on va dire une semaine pour l'activité professionnelle et 3 semaines pour l'activité communale. Vous êtes directeur technique dans une entreprise de fabrication de matériel électrique sur Grenoble. Ça laisse un peu de temps pour les loisirs quand même, tout ça ? Un petit peu de temps pour la famille, un petit peu pour les loisirs. En tout cas, c'est de l'organisation. Vous savez, quand on a un agenda très chargé, ça nous apprend à nous organiser. Et voilà. Et finalement, on est souvent mieux organisé avec beaucoup plus de temps libre que les retraités, qui ont beaucoup d'activités. Qui ont beaucoup d'activités. Les loisirs, c'est quoi ? Le ski ? C'est le ski, la natation, un peu de marche et puis un peu de vie familiale. Et les vacances ? Les vacances, c'est prévu déjà ? Ouais, pas encore, non. On a prévu les dates, mais encore. Ouais, c'est encore loin. Ouais. Et dossiers à traiter encore. Bon, alors on va revenir sur plusieurs dossiers sassenageois. Vous êtes également président du Nouveau Centre. Le Nouveau Centre, c'est ce parti de centre, donc, qui fait suite à la dissolution de l'UDF. Ouais, la dissolution de l'UDF, j'étais UDF depuis le début de ma vie politique et en fait l'UDF qui est passé par plusieurs phases et notamment dernièrement par le MODEM et le MODEM, nous avons décidé, nous en tout cas, avec quelques-uns de rester fidèles à l'UDF, à la fondation de l'UDF, un centre droit et voilà, nous sommes en train de remonter le Nouveau Centre avec le contexte politique de droite difficile dans le département, mais de remonter un centre démocratique et avec l'aide d'autres organisations de la région. Voilà. Oui, notamment le Nouveau Centre en Savoie, en Haute-Savoie. Le président national du Nouveau Centre, c'est Hervé Morin, le ministre de la Défense. Donc le Nouveau Centre, c'est majorité présidentielle. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Est-ce que vous avez des amis en politique ? Je crois que aujourd'hui, oui, j'ai beaucoup d'amis en politique, mais de tous les côtés, sans distinction de parti, en tout cas, autant à droite qu'à gauche. Effectivement, j'ai des amis fidèles. Alors effectivement, il y a Michel Savin avec qui on travaille depuis longtemps sur l'agglomération. Président de l'UMP Isère. Oui, tout à fait, mais qui est président du groupe Métro Alternative sur la métro. C'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé ensemble. Et puis, avec Michel Desto, qui est un ami, Geneviève Fioraso, et puis d'autres, Denis Roux sur la commune. Et puis maintenant notre nouveau conseiller général, Yannick Bell, qui est sur le canton, avec qui on entretient de très bonnes relations. Très bien. Alors, il y a un an presque tout juste, Sassenage était la première ville qu'on visitait lors des campagnes municipales. Depuis vous avez gagné, il y a un an, avec 54 voix d'avance. Oui. C'était juste, face à Chantal Duranton. Oui, mais je rappelle quand même que Chapelet avait gagné, mon prédécesseur avait gagné à l'époque avec 20 voix d'avance, 22 voix exactement. Donc Sassenage est effectivement une commune qui est au centre et qui correspond bien à mon image, en tout cas à ce que je souhaite faire de Sassenage. Bon, une voix d'avance suffit, c'est la démocratie. Exactement. Cette première année, ça s'est passé comment ? Le début a été difficile, pas mal de recours.
Sur le deuxième mandat, oui, la première année, enfin 2008 en tout cas, qui a fait suite à l'élection, a été difficile. D'abord, le résultat, effectivement, 54 voix, c'est quand même difficile au regard du travail que l'on a mené et que j'ai mené avec mon équipe pendant 7 ans. C'est quand même un résultat qui est difficile à accepter, mais qui est la démocratie et voilà, et il faut l'accepter tel que. Un mandat encore ne nous appartient pas, encore une fois, et il appartient aux électeurs et ils ont jugé. Bon, alors c'est vrai que c'était difficile parce que mon opposition a déposé plusieurs recours, dont un sur les finances de la campagne, et puis 17 recours sur la campagne électorale, qui n'ont bien sûr été rejetés, mais qui demandent énormément de travail. Et puis moralement, c'est difficile aussi à assumer. Et puis, eh bien, en même temps, un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui est venu. Et là aussi, même si on n'a rien à se reprocher, on est toujours un petit peu soucieux. Et là aussi, ça demande énormément de travail pour prouver que tout est clair. Mais bon, encore une fois, tous les résultats sont tombés en fin d'année et effectivement, on est clair. Et au contraire, la Chambre régionale des comptes a trouvé qu'on avait une progression et qu'on gérait bien les communes. Et même, et j'attends le rapport avec impatience, et même qu'au niveau démocratie, on était largement au-dessus des préconisations de la loi. Donc c'est effectivement une chance. Bon, on reparlera des comptes de la commune dans un instant, mais on va commencer notre survol de l'actualité de la semaine par dimanche et de gros dégâts à Mélan après l'incendie dans la nuit du château du Touvar. La quasi-totalité de la toiture a été ravagée, les planchers du premier étage dévastés par les flammes. La bâtisse qui n'était plus utilisée depuis une trentaine d'années appartient à l'Institut médico-éducatif qui n'exclut pas d'ailleurs d'être contraint de raser totalement ce château historique après ce sinistre. Alors puisqu'on parle de château, évidemment la transition est facile avec celui de Sassenage qui est quand même une des merveilles de votre commune, magnifique bijou du XVIIIe siècle. Alors Dieu merci il n'est pas en cendres, mais c'est difficile de subvenir aux besoins d'une propriété pareille, 500 000 € nécessaires chaque année. On en est où? On se souvient de l'épisode où il avait quasiment fallu vendre les meubles. Ouais, mais je crois qu'il faut bien rappeler que dans le château, il y a un propriétaire qui est la Fondation de France et qui reste propriétaire avec des charges de propriétaire. Et nous, en tout cas, moi, j'ai par l'intermédiaire de la commune, nous avons repris l'exploitation du château. En fait, nous sommes locataires du château à titre gracieux pour l'instant. Et nous avons repris dans un premier temps, quand l'association de location justement et de gestion a déposé le bilan. Pour moi, j'ai considéré que c'était le patrimoine des Sassenageois et de Sassenage, l'histoire même, la vie de Sassenage. Et nous avons repris ce château plutôt qu'être vendu et devenir je ne sais quoi. En tout cas, nous l'avons repris et en promettant, en tout cas en espérant un équilibre des finances et des comptes sur 3 années. On arrive là à la 3e année avec un équilibre qui, malgré la crise, on a eu peur en début d'année, mais les commandes réaffluent, les réservations également, et puis une nouvelle méthode de l'équipe qui est en place, qui est vraiment dynamique et qui permet de donner à ce château une activité économique, une activité culturelle, une activité patrimoniale importante et qui le refait vivre. Et là, les commandes repartent et on pense qu'on va tenir nos engagements à rééquilibrer cette année. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, alors on en profite. Le château de Sassenage, c'est pourquoi? Les séminaires, séminaires, les mariages, voilà, les mariages, effectivement. J'ai pas le numéro en tête, mais vous le trouverez sur Internet. Bon, et puis la Fondation de France qui est propriétaire a lancé une souscription pour l'aider en janvier dernier, une souscription de 2 millions donc à trouver pour participer à l'entretien du château. Ouais, et puis la rénovation de l'orangerie qui nous permettra de donner une activité supplémentaire de location, mais en partenariat avec le Conseil général. Et je reconnais que autant on a été seul pour la reprise, on s'est trouvé un peu bien seul devant ce dossier, autant maintenant il y a une vraie volonté du Conseil général. D'ailleurs, je dois rencontrer Monsieur Valigny, qui est le président, prochainement à ce sujet. Le Conseil général, la DRAC, l'État et la région, et tout le monde est un petit peu autour de ce patrimoine. Tout le monde a conscience que on y arrivera ensemble, on n'y arrivera pas tout seul, et on est en train de créer une émulation qui nous permettra de sauver le patrimoine de l'Isère. Bon, l'avenir de ce château Sassenage, il passe aussi par une EPIC que vous êtes en train de créer. C'est un établissement public industriel et commercial autour du château, de l'office du tourisme et des cuves dont on reparlera tout à l'heure. Ouais, moi l'idée c'était depuis longtemps, c'était dire il faut qu'on ait une émulation touristique. Effectivement, on a le château qui est le patrimoine, mais on a également un site touristique des cuves de Sassenage, des grottes, qui est aussi très connu avec 12 000 entrées par an. Et puis un patrimoine, nous sommes la seule commune à avoir un vrai village, un cœur de village. Et puis peu de gens savent que dans l'église qui est classée également de Sassenage, l'église Saint-Pierre, il y a le tombeau également de Lesdiguières qui est
est dedans. Donc il y a un vrai patrimoine touristique et on avait un projet depuis quelques années. Moi, je souhaitais en faire le château, en tout cas le nœud, le départ du site touristique de Sassenage. Et l'idée, quand j'ai repris le château, l'exploitation était passée par une société d'économie mixte, donc privée. On s'est rendu compte de la faiblesse de ce montage-là. Et là, on est en train de passer, donc, comme vous le disiez, sur un établissement public, donc qui redonne une connotation publique à ce patrimoine-là et de donner une émulation, une cohérence avec tout le reste de l'attrait touristique de la commune. Voilà. Bon, on va suivre ça de très près, évidemment. Lundi, rougeole, rubéole, tétanos, autant de maladies évitables grâce à la vaccination. Et pour rappeler les bons réflexes à adopter, eh bien, a débuté cette semaine une grande campagne européenne de sensibilisation. L'enjeu est d'importance. On rappelle par exemple qu'en 1945, le tétanos faisait 1 millier de morts en France chaque année, contre une vingtaine à peine aujourd'hui. Alors tout n'est pas pour autant gagné. La victoire n'est jamais définitive en ce domaine. Des inquiétudes d'ailleurs demeurent en ce qui concerne notamment l'hépatite B et les jeunes. Écoutez le professeur Zarski, il est responsable de la clinique universitaire d'hépato-gastro-entérologie au CHU de Grenoble. Pour le vaccin contre le virus de l'hépatite B, les jeunes sont la cible prioritaire, absolument. Je rappelle que quand on attrape l'hépatite B pendant l'enfance, on a plus de 50% de chances d'avoir une maladie chronique du foie. Le vaccin contre le virus de l'hépatite B, c'est un vaccin anti-cancer. Anti-cancer, pourquoi? Parce que quand on a l'hépatite B et qu'on évolue vers une forme chronique, on a des chances de faire une cirrhose et ensuite un cancer du foie. Par rapport à la protection, il est évident que pour la société, c'est un gain considérable. Parce que qui dit maladie chronique dit hospitalisation. Qui dit hospitalisation dit traitement. Traitement lourd, traitement souvent à vie, par exemple pour l'hépatite chronique, donc gain énorme pour le patient, mais pour l'ensemble de la société. Bon, mais alors où en est la couverture vaccinale dans notre département de l'Isère? La vice-présidente du Conseil général en charge de la santé, Gisèle Pérez, était lundi sur le plateau du Cap Info de Marie-Caroline Abrial. Le taux de vaccination varie selon les âges et selon les maladies. Il y a 2 taux de vaccination qui sont très très insuffisants. C'est le taux de vaccination de la rougeole pour les enfants, puisque actuellement, et les chiffres sont tout à fait récents, quand on fait les bilans de 4 ans en école des enfants, donc en école maternelle, il y a seulement la moitié des enfants qui ont eu leur vaccination complète, c'est-à-dire 2 doses de vaccination contre la rougeole. Donc ça, c'est insuffisant. Et si on regarde l'hépatite B, ce sont seulement 20% de la population qui est en Isère qui est vaccinée pour lutter contre l'hépatite B, qui a des conséquences quand même très très graves, puisqu'on va jusqu'au cancer du foie. La vaccination est un enjeu de santé publique. On précise que le département de l'Isère, avec l'appui de 450 médecins, distribue chaque année 50 000 doses de vaccins dans notre département. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de la médecine, mais en tout cas je suis un adepte de la prévention et à Sassenage on a lancé une campagne gratuite de vaccination pour tous les enfants dont les familles le souhaitent. Via le CCAS, Via le CCAS de Sassenage, effectivement. Très bien. Lundi encore, en sport, Alberto Contador y sera. Lance Armstrong et Christophe Moreau n'y seront pas. Le 61e critérium cycliste du Dauphiné libéré a été présenté cette semaine. Il partira le 7 juin de Nancy pour arriver le 14 à Grenoble. Après bien sûr une étape par le Ventoux et des passages au col de l'Izoard, du Galibier et de la Croix de Fer. Un autre très bon exercice pour avoir d'excellentes cuisses, c'est la traversée de l'océan Atlantique à la rame. C'est bon pour les cuisses et pour les bras. Du Sénégal au Cap-Vert, 4700 km. C'est l'exploit qu'a réalisé Mathieu Bonnet. Il est du Pinet-du-Riage et il a mis 43 jours pour faire cet exploit-là. Un Isérois de 50 ans qui n'avait aucune expérience maritime. Le plus dur, ça a quand même été pour lui la solitude. Il y a du bonheur de retrouver les siens, du bonheur de retrouver la vraie vie, parce que là, ce qu'on a vécu, nous, c'est pas la vraie vie, c'était l'enfer. Le cagnard 12 heures par jour, ramer de la nuit jusqu'à la nuit. Ouais, en même temps, tu as un grand sourire. Ouais, on est content de l'avoir fait parce que c'est un rêve un peu de gosse. Quand on a ce rêve-là, on pense que c'est pas possible, on n'y arrivera pas, et quand on l'a fait quoi. Faut quand même traverser l'Atlantique. L'orthodromie, ça fait 4000 bornes, là on a dû en faire 4500, 5000. On part d'un continent, on arrive sur un autre. Alors on a beau avoir des instruments, un routeur et tout ça, en attendant, faut se débrouiller.
faut partir et arriver quoi, à un point précis. La ligne, et ça c'est un sacré plaisir d'arriver à retomber, à diriger son bateau, quand on rame ou quand on rame pas. C'est très fort comme émotion. Moi j'ai jamais rien connu d'aussi fort. Que ce soit la peur, l'angoisse, le manque des siens, la solitude, la tranquillité. C'est quelque chose d'exceptionnel. Moi j'ai déjà le mal de mer rien qu'à regarder les images. On est loin des ports de plaisance que votre activité professionnelle vous invite à découvrir. Ouais, mais moi j'admire ces personnes, ces gens qui vont au bout de la démarche, qui ont une rigueur dans leur objectif, et je trouve que c'est d'abord un exemple pour les enfants, pour nos jeunes, et moi j'incite en tout cas tous ces gens-là, on les aide. D'ailleurs, on a mis à disposition nous la piscine de Sassenage à David Smetanine, qui était connu. Tout le monde après ses victoires, tout le monde s'est approprié un peu ses victoires, mais en tout cas il s'est entraîné à Sassenage jusqu'à ses victoires. Et pour nous, c'est un plaisir, un exemple pour nos enfants. Mais on a des clubs sportifs que l'on pousse de haut niveau, la natation. On a un club de rugby féminin également, qui est en division d'honneur. Les Amazones. Les Amazones, exactement. Je vois que vous connaissez, c'est bien, Christophe. Bon, alors Mathieu Bonnier, effectivement, c'est important pour les enfants. Et d'ailleurs, il a été suivi par une classe du Pinet-du-Riage pendant tout son périple. Vous parliez de David Smetanine, donc champion paralympique. Plusieurs fois champion paralympique au dernier jeu. Oui, il est au pôle compétition du 2S. Oui, de Sassenage, Nat 2S, ouais, effectivement. Et il avait la piscine, une ligne d'eau en tout cas pour s'entraîner. Et son entraîneur est un professeur, enfin un Sassenageois en tout cas, et qui vit à Sassenage et qui l'a entraîné. Ces gens qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes, c'est absolument... c'est un vrai exemple. C'est une image de la rigueur. Et ce que j'aime, en fait, c'est avoir la continuité, la volonté de réussir. Ouais. Alors, réussite aussi dans un autre sport, l'orthographe. Cette semaine, Sassenage a fait parler de lui avec ce champion de France d'orthographe. Il a quoi? Il a 12 ans, 13 ans? Mathieu Imbert, qui a 12 ans, et qui est un exemple, lui aussi, pour sa classe. Effectivement, il a gagné le concours national d'orthographe et c'était pas simple pour ceux qui l'ont vu. C'était épeler des mots sans crayon, sans lettres, sans papier, et épeler des mots, c'était pas évident. Alors, bon, il est très, très sympa. Il a reconnu qu'il a eu beaucoup de chance, que les candidats était très sérieux également. Il est issu effectivement d'une école primaire de Sassenage et sa réussite rejaillit sur son école également, non seulement sur sa classe, puisque je crois que le prix qu'il a ramené, c'est un voyage à Rome pour toute sa classe. Génial. Donc c'est bien. Mais c'est également l'ensemble des professeurs ou des instituteurs qui l'ont suivi depuis l'école élémentaire et qui ont amené à sa réussite. Et puis également sa rigueur dans l'apprentissage, puis ses parents qui l'ont aidé. Je crois qu'il était bien entouré avec l'ensemble des professeurs de ses collègues du collège et puis le soutien de madame la principale du collège de Sassenage. Et il va recevoir la médaille d'honneur de la ville, là, non? Tout à fait, on fait une réception, on organise une réception le 6 mai et à laquelle j'invite tous les élèves de 5e du collège Mathieu Imbert, le deuxième, parce qu'on avait un deuxième aussi, Dorian Bernard qui lui aussi a chuté en finale, mais également tous ces instituteurs qui l'ont suivi au long de son apprentissage. Voilà, beaucoup de champions donc à Sassenage. Mardi, du sport encore, avec une soirée historique au Stade des Alpes. Jamais le football grenoblois n'était arrivé en demi-finale de la Coupe de France. Ça y est, c'est fait. Bon, malheureusement, ça n'ira pas plus loin cette année, puisque le GF38 s'est fait sortir par Rennes mardi soir. Score 1-0 pour le Stade Rennais, grâce à un but de Moussasso à la 21e minute de jeu. Lucille Dailly, bien sûr, n'a pas loupé une miette du match. Voilà enfin les 3 ultimes coups d'un sifflet qu'on n'a que trop entendu durant 93 minutes. 3 grincements qui sonnent le glas de la belle aventure du GF38 en Coupe de France. Une aventure qui s'engloutit sous la liesse du Stade Rennais. Grenoble a tellement cru en sa belle étoile que l'on se cherche aujourd'hui encore des excuses. L'excuse de la pression d'abord. Un stade comble en ébullition, Saint-Jean, un stade de France des grands soirs. La fête était peut-être trop belle. L'excuse du calendrier. Ensuite, Grenoble aurait laissé trop d'énergie face à Toulouse. La Combe est bien de cet avis. Je pense qu'on a bénéficié du fait qu'ils aient joué contre Toulouse, un match hyper important, avec un stress énorme. Cette décontraction de l'adversaire nous a permis d'être conquérants ce soir. L'excuse enfin de l'arbitrage. Ce monsieur Pichirello a une fois encore montré qu'il ne portait pas vraiment Grenoble dans son cœur.
Quoi qu'il en soit, les Bretons ont pris l'ensemble du match à leur compte, poussant les Grenoblois à balbutier leur football. Sur une sortie maladroite d'un Ronan Lechrome peu soutenu par une défense mal organisée, Moussa Sow marquait le but de la victoire. Pierre Boya a bien montré que le GF38 avait les ressources pour revenir, mais la Guigne s'en est mêlée. J'ai vu la balle au fond du filet, le problème en retombant, j'avais plus les yeux rivés vers le ballon, et ce qui fait que je contrôlais ma tombée, et ce qui fait que j'ai pas pu diriger ma tête vers le filet. On avait beau lâcher ses nerfs sur le terrain et dans les tribunes, rien n'allait changer le triste épilogue. Le GF38 n'a plus qu'à se consoler avec un maintien conforté le week-end prochain. Bon, pour Rennes, en finale, ce sera face à Guingamp, hein, donc une finale 100% bretonne. Ce sera le 9 mai. Et puis, pour la Coupe de France, c'est terminé pour Grenoble. Effectivement, Lucille le disait, le championnat continue. 33e journée demain, dimanche. Ce sera en déplacement face à la Lanterne Rouge, le Havre. Allez, ça ne devrait pas être très compliqué. Et puis, le maintien en Ligue 1 est quasiment assuré. Vous suivez un peu le football, Christian Coignet? Ouais, pas régulièrement. Vous savez que nous, à Sassenage, on est adeptes de beaucoup de sports, et notamment pour les enfants, sur le hockey sur glace. Mais je suis venu assister à 2 matchs de foot. L'année dernière, on a des installations qui nous ont permis d'accueillir pour les entraînements, notamment l'équipe de France. Et puis, on a une équipe de football à Sassenage qui est importante, hein, avec 400 adhérents. Donc, voilà, ça tourne bien. On a les installations. Le foot est un sport qui a fait rêver. Et l'équipe de Grenoble, fait rêver les supporters encore, et un peu plus loin que les années précédentes. Et je crois que c'est une réussite, en tout cas, pour le stade de Grenoble. Allez, récap info cette semaine avec le maire de Sassenage, Christian Coignet. On fait une courte pause, on se retrouve. On va bien sûr revenir sur le feuilleton social à rebondissement chez Caterpillar. À tout de suite. Retour sur le plateau du Récap Info cette semaine avec Christian Coignet, le maire de Sassenage. On en était, monsieur le maire, à mardi, avec la prise de position du préfet de l'Isère dans le dossier Caterpillar, une tentative de médiation d'Albert Dupuis qui a proposé d'organiser un référendum de tous les salariés après le projet d'accord de fin de conflit conclu dimanche entre la direction, les syndicats au ministère à Paris. Seulement voilà, 200 salariés estiment que ce document n'est pas convenable, que leurs représentants se sont fait piéger. Ils refusent donc l'idée d'une consultation à bulletin secret. Ils prennent une responsabilité importante, estime le préfet. Pour l'instant, je crains que certains prennent la responsabilité de priver les salariés de Caterpillar de pouvoir exprimer leur volonté, quelle qu'elle soit. Ce qui est important, c'est que s'ils pensent que ce protocole d'accord n'est pas bon, il faut qu'ils puissent le dire. Et qu'ils le disent eux-mêmes par ce qui est prévu par le protocole, c'est-à-dire une consultation qui permette à chacun de s'exprimer. Moi, je propose que cette consultation se passe dans les locaux de la préfecture. Bon, c'est peine perdue, hein, exit, pas de référendum, l'affaire est entendue. Face à cette intransigeance de certains salariés, eh bien la direction estime avoir tout tenté. Elle a décidé en fin de semaine d'assigner en référé le comité d'entreprise afin qu'il se prononce sur le plan social, afin de boucler cette phase obligatoire de consultation. Le tribunal de grande instance rendra sa décision lundi en début d'après-midi à 14h. Par ailleurs, en milieu de semaine, on a appris que les cadres qui avaient été séquestrés fin mars ont décidé de porter plainte contre X. C'est une première dans ce type de conflit. Ce conflit chez Caterpillar, on a l'impression que vraiment il s'enlise. Ouais, c'est un dossier difficile, hein, je pense. Alors, je sais en tout cas que l'ensemble des élus sont mobilisés pour aider les familles et aider les salariés, mais je crois qu'il faut que l'on reste tous mobilisés ensemble pour éviter les dérapages, parce que ça va assez vite dans ce type de dossier-là, que chacun doit rester motivé, mais doit rester motivé dans l'honnêteté, dans la clarté, la transparence. Et je crois que chacun pourra alors travailler ensemble pour trouver une solution qui satisfasse l'ensemble des représentants et des partis et des familles surtout. Que chaque salarié, les 2500 salariés, puissent se prononcer à bulletin secret. Vous êtes sur la même ligne que le préfet, ça semble. Oui, c'est un moyen. Ouais, c'est un moyen au moins démocratique, en tout cas, de se prononcer et qui permettrait de connaître la réalité de pensée des salariés. Il ne peut pas y avoir d'OPA de certains salariés sur d'autres. Alors je ne sais pas comment ça se passe, ni de la direction d'ailleurs. Il faut que chacun reste libre, en tout cas dans ce dossier-là, et nous devons nous y attacher. C'est le rôle du préfet.
Bon, des épisodes qu'on va suivre évidemment et qui évoluent de jour en jour chez Caterpillar. On passe à mercredi avec un résultat négatif pour le projet de la ville de Grenoble de revenir sur la semaine des 4 jours à l'école. La ville proposait en fait de remettre en cause ce rythme en instaurant une demi-journée supplémentaire le mercredi matin consacrée aux activités périscolaires. 8000 parents grenoblois, des conseils d'école ont été invités à se prononcer. Ils ont rejeté la proposition. Alors d'autres projets seront initiés à la rentrée, comme par exemple l'apprentissage du langage pour les petits dans les écoles primaires. On sait que le passage à ces 4 jours, ça a été une vraie révolution dans les communes. Ouais, c'était difficile d'abord parce que ça s'est fait rapidement. Et puis, il y a des problèmes de personnel. Il faut réaffecter le personnel sur 4 jours au lieu de 5. Transport scolaire. Et puis, oui, les transports, voilà. Et puis les activités parascolaires et extrascolaires et qu'il faut réadapter en fonction de ça, les utilisations de salles, des gymnases, etc. Les associations sportives qui doivent se recalquer, les activités multiloisières. Enfin, c'est assez complexe. Et je sais qu'effectivement, on remet en cause parce qu'il y a toujours un conflit entre les parents, les familles, la vie de famille et puis les enseignants. Et chacun essaye de trouver la meilleure solution pour l'enfant, en tout cas, puisque l'intérêt, je le rappelle, dans ce dossier-là, c'est l'intérêt de l'enfant. Mais c'est aussi celui des familles, parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc il faut concilier ces deux-là, c'est pas toujours simple pour une commune en tout cas. Puisqu'on parle d'école, il y a un sujet qui a fait débat, c'est ce fameux service minimum d'accueil en cas de grève qui revient à la charge des communes. Sassenage l'a toujours organisé, l'a toujours mis en place, alors que ça a plus ou moins foiré dans pas mal de communes. Ouais, ce qui nous en tout cas, l'intérêt, c'était toujours encore l'intérêt de l'enfant, mais aussi l'intérêt des familles. Il faut répondre, et là aussi, on ne peut pas prendre en otage les familles, donc on respecte le droit de grève, ça ne le remet pas en cause, mais on a toujours accueilli les enfants pour répondre aux besoins des familles. Donc il n'était pas normal que des familles soient obligées de prendre des journées pour accueillir les enfants ou garder leurs enfants, donc on a mis en place ce système dès le départ. Pas toujours facilement, mais en tout cas avec l'aide du personnel de la commune, et ça fonctionne bien, et maintenant c'est rentré dans les mœurs. Maintenant ça tourne. Ouais. Une saison record cette année pour les remontées mécaniques en station. Leur chiffre d'affaires devrait atteindre des sommets si l'on en croit l'étude du cabinet ProTourisme rendue publique en milieu de semaine. Ce chiffre d'affaires pourrait dépasser les 1,1 milliard d'euros. Les stations de moyenne montagne s'en sortent mieux que les domaines d'altitude qui ont plus sévèrement subi la crise et la désertion de la clientèle étrangère. L'accessibilité du tourisme aux personnes handicapées. Voilà une préoccupation grandissante. Les gîtes, les hauts lieux touristiques, même les professionnels de la montagne d'ailleurs, réfléchissent à la question. Cette semaine à Grenoble se tenaient sous l'égide de Rhône-Alpes Tourisme des ateliers pratiques pour multiplier encore les visites adaptées aux personnes à mobilité réduite. Reportage de Sophie Loridon. Les acteurs du tourisme en Rhône-Alpes étaient réunis ce mercredi à Grenoble pour réfléchir à la meilleure façon d'adapter nos sites touristiques en termes d'accès et de compréhension pour les personnes handicapées. Ce sont des gens du terrain qui donc expérimentent ce que nous avons vu ce matin en termes de méthode, en termes de pistes d'action et se mettent en état de créativité pour, encore une fois, imaginer la traduction des supports médias qui existent aujourd'hui de présentation de la faune, de la flore, de l'histoire du Marais, mais adaptés aux personnes en situation de handicap, donc à des personnes non-voyantes, à des personnes malentendantes ou sourdes, à des personnes déficientes mentales, voire à des personnes qui ont des troubles psychiques ou autres. Dans le département, plusieurs sites ont déjà bénéficié de ces aménagements. C'est le cas notamment du téléphérique de la Bastille à Grenoble ou prochainement du théâtre antique de Vienne. Dans le domaine de l'accessibilité touristique, l'Isère fait partie des départements précurseurs en France. Nous allons avoir sur le territoire de l'Isère, ce qui est important, une politique très portée vers les personnes en situation de handicap, ce qui met d'ailleurs la région Rhône-Alpes comme une région d'excellence, parce que nous sommes la seule région en France à mener cette politique qui permet autour du label Tourisme Handicap de donner de l'excellence à l'accueil des personnes en situation de handicap. Ce qui permet d'avoir du lien social, ce qui est important, et d'avoir un confort d'usage pour tous les publics.
Bon, alors vous parliez tout à l'heure de ce Sassenage village historique. Alors le souci dans les villages historiques, c'est souvent l'accessibilité handicapée. C'est pas facile à aménager. Ouais, c'est pas facile, mais en tout cas, j'ai créé une commission d'accessibilité aux personnes handicapées. Et c'est vrai que le handicap, là aussi, c'est une notion d'égalité, d'équité, en tout cas, puisque le handicap peut être sous toute forme, sur plusieurs formes. Et puis à chaque moment de notre vie, on peut avoir un moment de handicap. Et c'est important. Et on ne doit pas subir ce handicap, mais au contraire, on doit mener une vie normale et le surmonter. Et pour ça, il faut donner l'accès à l'ensemble des installations. Bon alors, le tourisme, vous le disiez tout à l'heure à Sassenage, c'est aussi les cuves. Difficile de les rendre accessibles à tous les handicapés. Bon, elles ont quand même fait la fortune du tourisme local depuis le 19e siècle, puisqu'elles ont été découvertes très tôt. C'est cette résurgence du gouffre berger qui doit son nom à ces 2 immenses marmites qu'on voit à l'entrée de ces cuves et qui attirent 12 000 visiteurs par an. C'est très important. Ouais, suivant les années, entre 12 000 et 14 000. On a redynamisé encore cette année avec la création d'une nouvelle activité qui est l'acrogrotte. Qui est destiné à des sportifs, qui est entre la spéléologie et puis le sport comme l'acrobranche, avec tout un aménagement. C'est pour attirer le public jeune. Mais bon, c'est aussi pour dynamiser et donner une vraie notion sportive autre que géologique au site en fait. Alors ça se passe comment? On part avec un guide, je crois que c'est guidé. On part avec un guide obligatoirement et on va dans une salle, jusque dans une salle qui est aménagée avec des cordes, avec un tas d'aménagements qui permet de survoler un petit peu et d'aller jusqu'au plafond des grottes. Je l'ai fait moi une fois, je le referai peut-être pas, mais en tout cas j'ai fait jusqu'au bout. Parce que c'est vertigineux? Non, c'est parce que avec l'âge on devient tous un peu claustrophobes et que c'était un peu difficile, mais bon, je l'ai fait avec plaisir en tout cas. Alors ces cuves, la municipalité en a la gestion depuis une dizaine d'années, depuis 97. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Il y a eu, je vous rappelle qu'il y a eu un fait marquant en 2002, quand j'ai pris mon mandat, où une classe de 6e était restée coincée toute une journée, une bonne partie de la nuit. Par une montée des eaux. Avec la montée des eaux, c'est des moments difficiles. En tout cas, la mairie et la commune a beaucoup investi derrière. On avait lancé une étude pour être averti. On a assumé. Aujourd'hui, c'est un site qui est apprécié et toujours par les écoles parce que c'est un site géologique naturel, mais qui est difficile et que l'on peut difficilement développer en termes de tourisme parce que l'accès reste difficile, même si le site des cuves qui amène le long du Furon, qui amène jusqu'aux cuves est magnifique, tout quand il fait beau, et c'est un site qui est à proximité de Grenoble. Et il a été déserté il y a quelques années parce que Sassenage était trop proche de Grenoble et au moment du boom de la voiture, les gens préfèrent aller plus loin. Mais maintenant, ça revient, le site touristique à l'identique d'ailleurs du site de la Bastille, le site de Sassenage. Et c'est pour ça qu'on veut redévelopper avec le tourisme, on va remettre un coût important, en tout cas des moyens importants pour redévelopper ce tourisme d'agglomération et qui bénéficierait à l'agglomération et puis aux gens de la région. Voilà. C'est un outil, j'allais dire, ces cuves important pour Sassenage, pour la notoriété de Sassenage et puis pour les finances aussi. 37 000 € d'excédent l'an dernier. Ouais, de fonctionnement, sachant que aujourd'hui, ça rentre dans le pot commun de l'EPIC et c'est uniquement du fonctionnement, sachant que les investissements restent à la charge de la commune. Mais bon, c'est un site qui marche bien et on voudrait bien le mettre en relation justement en émulation avec le château. Et je pense que on peut avoir encore une organisation, mais surtout pour développer le commerce, puisqu'il faut qu'il y ait un intérêt d'activité économique, de développement en tout cas économique sur la commune et le tourisme en être un bon moyen en tout cas. Une belle synergie à trouver avec le château qui est à deux pas du site des cuves. On reste à Sassenage puisqu'on passe à jeudi avec un conseil municipal. Alors pas de gros points à l'ordre du jour, un conseil municipal plutôt light. Dans le public quand même, mais c'est classique, on a vu l'association Vivre à Sassenage. En effet, Christian Coigny, on ne peut pas traverser Sassenage sans voir ces nombreuses banderoles non à l'antenne. C'est de cette antenne relais dont il s'agit, une antenne relais SFR qui s'est attirée les foudres des riverains du parc Sasso-Marconi où elle devait être installée. On en est où dans ce dossier? Les travaux doivent reprendre, SFR doit reprendre les travaux fin avril?
Ouais, en fait, on a négocié avec SFR, donc il n'était pas question de... je rappelle quand même juste un petit peu d'histoire. Depuis septembre, on essaye de négocier avec SFR pour trouver un autre lieu et en tout cas qu'ils nous fournissent un cahier des charges qui nous permette de trouver les moyens d'installer une antenne ou de couvrir en tout cas le réseau de Sassenage par une antenne relais. Depuis septembre, c'était le silence de la part des SFR et sinon qu'on a reçu une notification référée au tribunal et bien entendu que l'on a perdu parce que l'installation d'antenne est couverte par des règles et que l'on peut difficilement s'opposer, en tout cas en matière d'urbanisme. Et jusqu'à maintenant, en matière de sécurité, c'est difficile de s'opposer. Aujourd'hui, on a avancé et ça avance en France. Il y a en ce moment le Grenelle justement des antennes, des relais et l'association s'étant mobilisée, on a travaillé tout de suite avec les membres de l'association qui chacun sont devenus un peu experts en leur matière et nous ont aidés, moi en tout cas techniquement, à trouver des parades. C'est difficile avec SFR, mais on a organisé, il y a une réunion publique il y a maintenant un mois à peu près, et le lendemain, comme par hasard, SFR a pris contact et a demandé à me rencontrer, et de là, on leur a redemandé de engager les discussions, même si c'était pour nous, je le pense trop tard, mais en tout cas, ils ont repris ces discussions et on a convenu qu'on se donnait jusqu'à fin avril pour trouver une solution. Donc, ils nous ont fourni un cahier des charges, mais ce cahier des charges, on leur a fait une proposition de mettre l'antenne ailleurs et nous, le seul site qui nous paraissait adapté était dans la plaine, assez loin des habitations et ils ont refusé ce lieu. Sur le centre technique municipal. Ouais, sur le centre technique municipal. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on a demandé à les rencontrer à nouveau. Alors, ça n'a pas pu se faire pour fin avril, mais ils attendront et c'est début mai. L'idée, c'est que nous, de toute façon, on peut pas accepter, on peut plus accepter d'antennes relais de 40 volts. C'est soit ils acceptent de mettre 40 antennes d'un volt, puisque c'est ce qui est préconisé, en tout cas au niveau européen, avec des nuisances moins importantes et des risques moins importants, puisque c'est la puissance qui donne le risque. Et là, 40 antennes, ils refusent apparemment, mais bon, les négociations sont pas terminées et je pense qu'on peut encore discuter parce que c'est bien plus cher de mettre 40 antennes, mais la santé n'a pas de prix, comme on dit. Donc soit ils acceptent, soit on refusera l'antenne et de toute façon on dénonce et on ira jusqu'au bout. En tout cas, c'est soit il n'y a pas d'antenne sur Sassenage, soit ils acceptent 40 antennes. Il n'y a pas d'autre solution et nous sommes très déterminés pour aller jusqu'au bout. Si on fait un petit flashback, quand même, vous aviez au départ autorisé l'installation de cette antenne dans le parc Sasso-Marconi. Oui, parce qu'encore une fois, au niveau urbanisme, avec les règles d'urbanisme, les outils d'urbanisme qui sont en notre possession, il est difficile de refuser. On avait négocié à l'époque. Et puis, il y avait déjà des antennes qui ont été installées sur la mairie avant que j'arrive, avant que je reprenne la mairie, où personne n'a rien dit. Alors, c'est vrai que la connaissance était peut-être différente à l'époque. Là, on a accepté en matière d'urbanisme et puis SFR a tardé à mettre en place ces antennes. Le permis de construire que j'avais donné a été validé, les délais de recours purgés, donc personne n'a rien dit. Donc il n'y avait pas de raison. Moi, vous savez, je suis là pour écouter les Sassenageois et appliquer leur demande. Personne n'a rien dit, il n'y avait pas lieu de s'opposer. Et quand les travaux ont démarré, les riverains proches se sont opposés, monté un collectif. J'ai demandé à les rencontrer tout de suite. Je les ai aidés à monter une association parce que ça avait une représentativité légale plutôt que d'avoir un collectif qui n'a aucune représentativité. Nous avons commencé à travailler ensemble et il est apparu au travers des démarches que l'on a fait qu'effectivement il y avait un réel danger et bien voilà le fait qu'aujourd'hui on est tous opposés et qu'on est ensemble opposés contre cette antenne relais. Vous parliez de l'antenne relais qui est près de la mairie, qui est aussi à proximité immédiate qui est de sur crèches, la mairie, sur les toits de la mairie, d'écoles. On peut imaginer que vous en demandiez le déplacement. Eh bien, on a demandé. Alors là, c'est avec Orange. On travaille avec Orange également, donc on a repris des contacts. Alors c'est vrai que la crèche est assez loin. La crèche est venue. Alors c'est différent parce que la crèche est venue s'installer après l'installation de l'antenne, mais n'empêche que on ne peut pas accepter une situation comme ça. Donc on est en train de travailler. C'est vrai que dans la crèche, les enfants sont pas toute la journée, en tout cas 24 heures sur 24. Il y a moins de présence. Les mesures qui ont été faites démontrent que les puissances sont faibles au niveau de la crèche. C'est assez loin quand même si c'est direct. Et on a demandé à réorienter les antennes de manière à ce qu'elles soient pas en accès direct sur la crèche. Donc sur l'antenne relais de Sassenage, rencontre entre SFR et la mairie début mai. Et là aussi, un dossier à suivre. Tout à fait. Jeudi, le début à Alpexpo du Salon européen du bois. C'est la 7e édition. Elle accueille 300 exposants, attend 30 000 visiteurs d'ici demain soir dimanche. L'occasion de découvrir les innombrables utilisations de ce matériau devenu très tendance en matière de construction. Ce salon a aussi été l'occasion d'y associer les 3e assises nationales de la construction et de l'habitat durable. Coquelicot en a fait sa spécialité. C'est un groupement d'artisans en Chartreuse qui a notamment créé cette maison à Saint-Laurent-du-Pont. À Saint-Laurent-du-Pont, une maison sort de terre.
Martine Cantinelli réalise son rêve, vivre dans une maison en bois. Voilà le pont-levis qui mène à mon château fort. Voilà, je vous fais visiter les lieux. Je voulais avoir une maison en ossature bois, une maison basse consommation, une maison écologique, saine. Enfin voilà, mon rêve quoi. Mon rêve depuis 30 ans, j'en rêvais de cette maison. Économie d'énergie, utilisation de produits bio et de matériaux provenant de la région, cette maison s'inscrit dans un esprit de haute qualité environnementale. Toute la peinture qui est utilisée ici est une peinture à base de produits naturels. Fleurs d'oranger, ici on passe de la peinture à la craie. Voilà, l'essence, le Wispirit est remplacé par de l'essence d'agrumes, donc ça sent l'orange. Pour ce projet, Martine a fait appel à Coquelicot, un jeune collectif d'artisans du bâtiment isérois fondé sur la coordination des différents métiers. Les 3 grands préceptes de Coquelicot, c'est qu'on construit des maisons qui sont simples, qui sont à des prix abordables et qui consomment vraiment très peu d'énergie. C'est important pour nous de travailler en local, avec des ressources locales, parce qu'on utilise aussi du bois de Chartreuse, avec des entreprises locales. Coquelicot sera présent au Salon du Bois à Grenoble du 23 au 26 avril. Un reportage d'Aurore Steiger et Olivier Escalon. Et notez que pour chauffer cette maison de 117 mètres carrés, eh bien, il faut débourser 180 € par an. C'est 5 fois moins que pour une construction habituelle. Ça fait rêver, effectivement. En parlant d'environnement, de développement durable, vous vous êtes lancé, Sassenage, dans la fameuse démarche Agenda 21 il y a quelques mois. Oui, on a pris une décision, en tout cas en conseil municipal, et on a lancé d'abord un diagnostic et puis une action d'agenda 21, donc de développement durable. C'est en fait une réflexion que l'on a engagée et une manière de vivre sur la commune. Je voulais juste revenir sur les maisons. À Sassenage, on a 2 maisons en bois. Alors c'est pas facile d'intégrer l'architecture d'une maison en bois dans la plaine, mais on a un architecte, nous en tout cas sur Sassenage, qui est l'atelier Groll, et qui a créé une première maison à énergie basse consommation et qui en tout cas donne de bons résultats sur l'environnement. Oui, ça paraît difficile de repousser ces projets qui de toute façon vont fleurir. Tout à fait. Alors on est en train de travailler effectivement pour aider, pour stimuler toutes les actions qui permettront d'avoir des économies d'énergie. Mais on avait lancé, moi et j'ai toujours dit que c'était le meilleur investissement que l'on avait fait sur la commune, c'est dans les écoles qui étaient anciennes de Sassenage, de changer les vitrages, de renforcer l'isolation. Et là, on a un accès direct, un rendement en tout cas direct sur les énergies, sur le coût d'énergie. Il y a un autre coût qui est facilement diminuable, c'est l'éclairage public. Vous avez une action particulière là-dessus? Les communes, ils sont assez peu attentifs généralement. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez raison. C'est un constat parce qu'il y a toujours d'autres priorités. L'éclairage public est installé et puis il vieillit. Et il vieillit souvent mal. D'abord, ça pose des problèmes de sécurité parce que les candélabres vieillissent, sont corrodables. Et puis, il y a des problèmes de sécurité électrique et peu l'entretiennent. Et quand on fait des nouveaux travaux, moi j'ai vu dans des rues, les Sassenageois m'ont dit telle rue, elle est trop éclairée. Et en fait, non, elle est éclairée avec un éclairage normal en tout cas, mais d'aujourd'hui et qui consomme bien moins qu'un ancien éclairage. Et peu de gens savent que les ampoules vieillissent et qu'en vieillissant, elles consomment et qu'il faudrait changer les ampoules régulièrement. Il faudrait changer ce qu'on appelle les galettes, les réflecteurs en tout cas des lampadaires. Il faudrait changer les lampadaires. Il faut engager une action et souvent, on l'oublie. Donc on est en train d'engager, on a fait un diagnostic important et effectivement, il devient aujourd'hui impératif de rénover l'ensemble de l'éclairage public de la ville. Donc l'action et l'étude que l'on a engagée nous permettra de dire quelle est la meilleure solution dans les 10 prochaines années pour rénover en totalité l'éclairage de la ville. C'est aussi un aspect de sécurité. Vendredi, fini les heures interminables d'attente au guichet de la Poste pour acheter un carnet de timbres ou pour récupérer un chéquier. Un plan de modernisation de l'accueil est testé à la Poste centrale Chavant à Grenoble. On a l'impression que c'est un rêve, enfin, qui devient en réalité. En orientant mieux les clients, on se rend compte tout simplement que l'attente est diminuée au guichet. Reportage d'Aurore Steiger et Olivier Escalon. Bonjour monsieur, bienvenue au bureau de poste de Grenoble-Chavant. Jacques Grandfond dirige l'un des 25 bureaux de poste en France, volontaire pour tester une nouvelle organisation. L'objectif déclaré est de faire disparaître les interminables files d'attente. Avant, vous aviez 6 guichets où toutes les opérations étaient réalisées, aussi bien courrier, colis, dépôt de mandat et opérations financières. Nous avons scindé ceci en 2 pôles, voire 3, puisque nous avons maintenant un pôle automate,
un pôle guichet pour les opérations financières, mandat et change, et 3 îlots pour une prise en charge pour tout ce qui est courrier, colis et produits d'enseigne. Le but est de satisfaire 95% de la clientèle d'ici 2012. Si ça marche, 250 bureaux de poste l'appliqueront l'année prochaine. Aller à la poste sans faire la queue, forcément, le client n'y est pas indifférent. Ça change de la queue qu'il y avait avant et du coup aussi, on n'est pas bloqué par exemple, des gens qui font un compte bancaire ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, comme par hasard, maintenant que c'est l'ouverture à la concurrence, maintenant ils s'affolent. Mais bon, pourquoi on l'a pas fait avant? Un peu moins la queue, ben on fait toujours la queue. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Et sinon, peut-être un point positif? Eh bien, faire la queue, ça permet de faire des rencontres, voilà. C'est ça qui est positif. Hein. Très bien. Bon, ben voilà, une expérience à suivre. Si elle est concluante, elle sera étendue aux 250 bureaux de poste en Isère. La poste, vous connaissez à Sassenage, vous avez le centre de tri de l'agglomération qui prend une bonne surface. Allez, il nous reste quelques minutes. Christian Coignet, on va aborder plusieurs questions d'actualité sur votre commune de Sassenage. D'abord, les impôts. Vous savez, on a fait des diagnostics sur toutes les communes de l'agglomération. Certains taux d'imposition explosent. Comment ça se passe chez vous à Sassenage en 2009? Pas d'augmentation? Pas d'augmentation du tout des impôts. Ça fait 2 ans déjà. Hein. Comment vous faites ça? Eh bien, en fait, en lançant des idées, un vrai programme. Il faut avoir des idées en ayant une rigueur dans la gestion. Et puis, c'est trop facile. Vous savez, c'est trop facile de dire à un moment, et surtout en début de mandat, souvent, c'est facile de dire, bon, on va augmenter. C'est-à-dire qu'on a des recettes, on va augmenter les recettes, et puis on verra derrière comment on va les dépenser, ou dire on a des dépenses, et puis on va mettre en face une augmentation pour pouvoir financer ces dépenses. Nous, on a minimisé les dépenses. Il y a une rigueur quotidienne, malgré que l'on est au niveau des salaires, au niveau des avantages, en tout cas du personnel, on a fait ce qu'il fallait, hein, puisqu'on a le régime indemnitaire, on a le compte épargne-temps, on a les chèques repas, enfin on a tout un service qui fait que le personnel est considéré, et malgré tout les charges de personnel, si malgré tout on a conservé l'investissement, puisqu'on est à 5 millions d'investissements, hein, donc c'est énorme, on a conservé, mais sans emprunt, en plus sans emprunter, c'est uniquement sur les réserves, dû à la rigueur de gestion que l'on a mis en place depuis quelques années et qui donne aujourd'hui ses fruits. Hein. Le directeur général des services a la mission justement d'avoir cette rigueur sur les dépenses et j'ai demandé également à mes adjoints, à mes élus, d'avoir des idées pour trouver des nouvelles recettes sans passer par les contribuables. Ah bah, voilà. Si vous avez un truc, donnez-le là. Bien oui, c'est la pêche aux subventions, hein, dans les instances, et puis encore une fois, c'est trouver des animations, faire payer les coûts réels peut-être aux services, etc. Revoir ces services, conserver la qualité de ces services tout en ayant des idées. Voilà, on n'a pas de sous, mais on a des idées. C'est 20 millions, c'est ça, donc 5 millions d'investissement, 15 en fonctionnement. 15 en fonctionnement, ouais. Avec un résultat, cette année qui a été très positif, avec 2 millions de résultats, donc c'est quand même à signaler. D'ailleurs, le rapport de la Chambre régionale des comptes fait bien ressortir cette amélioration du fonctionnement des finances sur la commune. C'est une vraie réussite et j'en suis assez fier. Alors, les investissements, vous disiez qu'on les conserve. Quelques idées d'investissement à venir. Je me souviens que pendant la campagne, vous nous aviez vendu, entre guillemets, une salle socioculturelle. Salle des fêtes. Une salle des fêtes avec une activité culturelle. Donc, nous venons de retenir l'architecte, de le choisir en fonction des projets qui ont été présentés. L'étude, le permis devrait être déposé fin d'année et les travaux devraient démarrer au milieu d'année prochaine, d'ici 1 an. Quel budget ? Quel budget? 3 millions d'euros. 3 millions pour une salle. Et on tient le budget que j'avais défini, 3 millions, et que l'on devrait autofinancer sans emprunter. Donc c'est un pari réussi. Le deuxième grand projet, ce sera... Alors attendez, la salle socioculturelle, on va dire quand même où elle se trouve, hein, derrière le plan d'eau de l'Ovalie, en gros. Hein. Oui, c'est ça, à côté de la Aljani Longo, dans l'emplacement qui était prévu. L'autre projet? L'autre projet, c'est la piscine. On a une piscine qui accuse les 35 ans et qui est vieillissante, qui est la même que celle de Cessiné d'ailleurs. Et il y a une étude que l'on avait lancée avec le syndicat intercommunal de la Rive-Gauche du Drac et qui concluait sur une rénovation totale de ce bassin. 35 ans, c'est vieux. Donc on a lancé des études et là encore, la piscine devrait, en tout cas, les travaux devraient démarrer d'ici 2 ou 3 ans. On espère aussi le faire sans emprunter. Ça va être difficile, mais c'est nécessaire. Et là aussi, on travaille sur des projets qui correspondent à la ville de Sassenage, pas des projets faramineux. Donc on est en train aussi de travailler avec d'autres communes, hein, puisqu'on accueille les élèves pour l'apprentissage de la natation de Noyaré, de Verey et puis de Montaut et d'Angers. Donc on est en train de travailler avec ces communes
communes-là pour avoir là aussi un partenariat. Pendant la campagne, vous nous parliez de stade nautique. C'est pas nous, rappelez-vous, c'est pas plus ambitieux, non, c'est pas nous qui parlions de stade nautique, c'était mes opposants qui voulaient un vrai stade nautique, mais est-ce qu'on a besoin d'un stade nautique à Sassenage? Vous savez, une piscine, entre une piscine et un stade nautique, une piscine adaptée à Sassenage, suivant la rénovation, suivant ce que l'on veut faire, c'est entre, on va dire, 2,5 millions si on répare celle existante, 4,5 millions si on a un projet à l'identique reconstruction sur le site, ou 7 millions si on refait une piscine cylindro sur un autre site, et puis si on fait un stade nautique, ça peut monter à 12-14 millions. Il n'y a qu'à voir l'exemple de Mélan. Et Sassenage n'a pas les moyens d'avoir un stade nautique. L'important, c'est l'apprentissage des enfants. Christian Coignet, je ne veux pas qu'on se quitte sans parler de déplacement, parce que je sais que sur Sassenage, c'est un gros souci. 17 000 véhicules traversent chaque jour la rue principale. La départementale nord-sud. Bon, on évoquait quoi? Une voie de contournement? C'est le Conseil général qui ont proposé, nous en tout cas, puisque la voie départementale aujourd'hui devrait laisser la place à une voie urbaine quand le tram arrivera, et le tram devra arriver puisque les études, et je viens d'avoir confirmation aujourd'hui même à midi par la métro, par le SMTC surtout, d'engager les études dès le mois prochain pour le prolongement de la ligne A du tram jusqu'à la sortie de Sassenage. Donc cette voie départementale deviendra une voie urbaine avec la position du tram, donc il nous faudra une voie de traversée. Et là on est un peu en désaccord, mais en tout cas en discussion avec le SMTC et Marc Bayetto, de dire, lui dit il soutient que la voie de délestage c'est l'autoroute, nous on dit que l'autoroute est saturée et qu'à un moment il nous faudra une voie de délestage, c'est la voie de contournement. Il y a le pont barrage qui va ouvrir d'ici fin 2010, c'est ça? Fin 2010, on a eu encore, le Conseil général m'a transmis un planning effectivement qui prévoit l'ouverture fin 2010. Ça va être un afflux de véhicules supplémentaires pour vous? Nous on le pense, les techniciens du Conseil général disent non, nous on fait des comptages en tout cas, et puis on verra qui a raison, et en tout cas on assumera. Alors le tram c'est important, on peut le rêver d'ici quel délai? Nous on pense 2016, 2016-2017, il verra le jour, début des travaux 2014, après la ligne E, et bien début des travaux sur la ligne A, et mise en service 2016. Le parking relais qui doit être installé Jean Prévost, c'est ça? Oui, et Jean Prévost, la montée c'est un parking de covoiturage. Au pied du Vercors? Au pied du Vercors, et il devrait être terminé pour fin d'année. Bon, et puis il y a également l'autre dossier. D'où les pistes cyclables également que l'on développe. Et puis moi je pense que pour la réussite, il faut développer tout un mode de transport et je crois que celui-là est important. Très bien. La Rocade Nord, votre position, ça n'a pas toujours été très clair. Vous dites oui mais. Exactement. Nous disons oui mais peut-être que c'est trop tard pour la mettre à cet endroit-là. Il aurait fallu la créer il y a 30 ans. Elle avait cette position dans la continuité de la Rocade. Aujourd'hui, on devrait la mettre un peu plus loin en tout cas et éviter que les véhicules arrivent sur la commune. Donc plus au nord. Sur Grenoble, ouais. Éviter que les communes arrivent sur Grenoble et traversent nos voies communales de périphérie pour arriver sur Grenoble et prendre la Rocade Nord. Nous aimerions que les véhicules prennent, en tout cas ceux qui arrivent, puisque le bassin d'emploi est sur l'agglomération et que les gens habitent malheureusement assez loin de l'agglomération, pour rejoindre, qu'ils prennent cette Rocade un peu plus en amont. Voilà. Très bien, Christian Coignet, merci beaucoup d'avoir été l'invité du Récap Info cette semaine. Beaucoup de choses à dire sur Sassenage. Excellent week-end à tous sur Télé Grenoble et on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci.